L'île au jeu. Salut, c'est François de l'île au jeu. Je continue mon top 10 de mes jeux préférés. On enchaîne avec le numéro 6 qui est Lueur. Lueur, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties de 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de Cédric Chaboussi. C'est un jeu de combo de cartes. J'ai vraiment aimé ce jeu-là, principalement parce que c'est super simple, puis le visuel est assez incroyable. Tout est en noir et blanc, sauf certains éléments en couleur. Sur les cartes, je ne sais pas si ça sort bien sur les vidéos, en plus la couleur est comme en relief, là, lustré, fait que ça ressort vraiment bien. La façon que ça fonctionne, c'est que au début de la manche, on va lancer tous les tout petits dés, puis on les place selon les icônes qu'ils ont trouvées. Fait que je mets toutes les petites gouttes ici, tous les nuages ici, la feuille ici, un autre nuage comme ça, et la flamme. Ensuite, à tour de rôle, chaque personne va pouvoir se choisir une carte dans le marché. Puis la carte, on va l'ajouter à notre série de cartes personnelles et on va ramasser les dés avec. Fait que, par exemple, si je décide de prendre cette carte-là, je vais avoir ces dés-là. Donc ensuite, on peut brasser une fois que tous les joueurs ont fait leur choix, on lance les dés. Puis on peut essayer de faire des combos avec nos cartes. Comme là, présentement, mes dés, c'est pas terrible par rapport aux cartes que j'ai. Mais admettons que j'avais eu toutes des feuilles, au contraire, comme ça. Bon, comme ça. Donc, j'aurais pu utiliser mes 3D pour convertir en ayant 5 points. Fait que vu que j'ai 3 feuilles, je peux avoir 5 points. Dans ce cas-ci, si j'avais un nuage et un cristal, j'aurais la petite fiole et 2 points. Fait que c'est toujours des combos comme ça. Ce qui est le fun, c'est que les dés peuvent servir à plusieurs cartes en même temps. Fait que c'est vraiment des combos qui s'accumulent. Plus qu'on a de cartes, plus que les combos peuvent s'amuler. Fait que c'est bien d'utiliser des cartes qui ont les mêmes ressources. Dans le sens, c'est bien d'avoir des feuilles qui donnent des points, avoir des feuilles qui donnent d'autres choses. Fait que comme ça permet d'avoir vraiment des combos qui s'agencent. Puis les dés aussi, les couleurs des dés ne sont pas par hasard. Les dés verts ont une face de plus de feuilles que les autres dés. Les dés bleus ont une face de plus de gouttes d'eau dessus. Fait que ça permet d'agencer notre hasard, dans le fond. À la fin de la manche, les petits dés retournent toujours ici au marché. On relance les dés, ainsi de suite. Il y a une autre portion au jeu, c'est qu'on va pouvoir ensuite nos dés les dépenser pour avancer sur la pièce ici. Fait qu'on a chacun un petit bonhomme. Fait que dans ce cas-ci, par exemple, les dés sont utilisés juste une fois. Donc je peux dépenser une feuille, j'avance de 1, je dépense l'autre feuille, j'avance de 1. Mais c'est les mêmes dés qui ont servi quand même à des cartes. Fait que c'est pas un ou l'autre, c'est vraiment les deux ensemble. Puis on peut avancer comme ça sur le plateau. Il y a différents endroits qui a des points. Puis je peux décider éventuellement d'établir mon campement si je réussis à me rendre ici. Puis ça va me donner 12 points à la fin de la partie. Fait que c'est juste une partie pour une autre façon de faire des points. Ce que j'ai aimé du jeu aussi, dernière petite chose, c'est que le plateau est recto verso pour proposer une variante au jeu. Donc, toujours la même mécanique de carte, mais c'est une autre façon de gérer nos déplacements ici avec des dés. Qui dit dé dit hasard, mais il y a beaucoup de façons d'aller chercher des petits jetons qu'on peut dépenser pour relancer des dés. Fait que c'est vraiment en fait, on peut décider de reculer des points pour aller en chercher, on peut en gagner pendant la partie. Il y a des cartes qui nous permettent d'en gagner. Fait que c'est des jetons qui sont assez précieux dans le jeu pour nous permettre de faire des relances pour justement gérer le hasard. Donc c'est un super bon jeu, pas trop compliqué, un beau engine building. C'est Lueur de Bombix. Ensuite, en 5e position, j'ai Viticulture, qui est un jeu assez ça fait pas âgé, ça fait quand même plusieurs années qu'il est sorti. Ma copie est en anglais parce que en fait, même on l'avait acheté dans le temps que c'était en Kickstarter, fait que c'est vraiment, vraiment longtemps. C'est un jeu de gestion de ressources et placement d'ouvriers. C'est par Stone Meyer, c'est la même gang qui ont les Wingspan, qui ont aussi Sight. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, pour 13 ans et plus, puis les parties c'est entre 45 et 90 minutes. C'est un jeu de placement d'ouvriers qu'il va falloir planter des vignobles, faire des récoltes, faire vieillir notre vin, vendre notre vin, faire des assemblages même, vendre notre vin au marché pour faire des points. C'est un des jeux les plus que le thème est le plus imbriqué dans les mécaniques. Ça arrive souvent des jeux de gestion de ressources qu'on a l'impression de juste chercher des ressources, monter des pions. Mais dans ce cas-là, on fait vraiment du vin. Ça fonctionne super bien. Le jeu est divisé aussi en saisons.
Fait que c'est quand même, comme la plupart des placements d'ouvriers, c'est à tour de rôle, on va placer un ouvrier dans un endroit, comme si je viens jouer ici, mais je vais pouvoir piocher une carte champ. Puis c'est les champs que je vais pouvoir après ça planter si je viens jouer ici dans un autre tour, mais je vais pouvoir planter ce vignoble-là dans mon champ. Il y a certaines contraintes, comme ici, il fallait avoir construit ce petit bâtiment-là avant, fait qu'on peut améliorer notre plateau un peu. C'est aussi pour faire de vin, quand on récolte nos raisins pour faire la production de vin, mais là, on va pouvoir les mettre là-dessus, sur le plateau. Fait que ça fait un effet bouteille, qu'après ça, on peut les convertir pour faire des assemblages, les faire vieillir, faire justement pour avoir plus de valeur pour nos vins. La particularité du jeu que peu de jeux de gestion de ressources ont, de placement d'ouvriers, c'est qu'il y a il y a une grosse mécanique avec des cartes. C'est des cartes qu'on peut venir chercher pour les saisons, puis c'est d'autres façons de faire des actions. Fait qu'il y a vraiment plusieurs types. Fait que c'est quand on sait pas trop où jouer ou qu'on est bloqué par d'autres joueurs, on peut venir chercher des cartes, on pioche les cartes, puis c'est des cartes qu'on peut faire des actions différentes. Fait que la variété est vraiment énorme dans ce jeu-là. C'est très, très, très bon. Il y a plusieurs extensions. Une extension Toscanie que j'aime particulièrement, qui change le plateau, qui rajoute plus de saisons. Là. Pas qu'il y a plus de saisons dans l'année, mais ici, on joue plus été-hiver. Mais avec l'extension de Toscanie, on rajoute aussi le printemps-automne. Ça divise différemment les saisons. Plus d'options, mais c'est très bon. Mais même sans l'extension, c'est un excellent jeu de gestion de ressources. Donc, c'est viticulture. Ensuite, en quatrième position, on a Cryptid. Cryptid, ça a été un gros coup de cœur parce qu'en plus, j'ai souvent compté l'anecdote, mais j'avais comme passé droit au début à sa sortie, puis c'est mon représentant qui m'avait appelé pour dire équipe, je pense que tu devrais aimer ce genre de jeu-là. Puis effectivement, là, dès la première partie, on a adoré ça. C'est un jeu de déduction. Super simple. Tu sais, le côté règles, là, c'est même surprenant comment qu'il n'y en a pas. La manière dont ça marche, c'est qu'il y a plein de scénarios qu'on peut piocher. Il y a un gros paquet de cartes. Fait que c'est pas redondant, puis on peut passer au travers, mais tu sais, on les sort au hasard. On ne peut pas se souvenir de tous les scénarios possibles. Parce que dans le fond, le but du jeu, ça va être de trouver l'emplacement de la créature. Puis la créature est seulement dans un endroit précis dans chaque scénario. Tu sais, c'est pas au hasard. C'est vraiment... On ne sait pas aller où présentement, mais elle est dans seulement un endroit. Donc, on pioche une carte qui va nous dire comment placer le jeu, parce que c'est toutes des tuiles comme ça, sont recto-verso, dépendamment de l'agencement, dépendamment des bâtiments comme ça qui sont sur le plateau. Puis ensuite, ça nous dit, pour ce scénario-là, chaque joueur, selon le nombre de joueurs, dans le fond, on va regarder, comme mettons qu'on joue si par exemple, on jouait à 3 joueurs, puis je suis le joueur rouge, mais moi, je prendrais mon livret ici rouge, et je regarderai l'indice 58. C'est l'indice qui s'applique à la partie. Donc, je regarde dans mon petit livret qui va ressembler à ça, l'indice 58. Comme moi, je vais savoir que la créature ne se trouve pas dans ou à une case d'un marécage. Donc, les marécages, c'est les tuiles pourpres. Donc, je sais que la créature n'est pas dans un marécage, ni à une tuile d'un marécage. En sachant... Fait que chaque personne va avoir son indice. Évidemment, si on connaissait l'indice de tous les joueurs, on saurait exactement aller où, juste par déduction pure. Mais c'est justement ça le but, c'est d'essayer de découvrir les indices des autres joueurs pour réussir à localiser la créature. Donc, à notre tour, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on place le pion sur n'importe quelle tuile libre. Puis je la place là et je peux demander à n'importe quel joueur autour de la table, est-ce que selon leur indice, pas selon ce qu'ils pensent du jeu ou selon ce qu'ils ont compris, mais juste selon leur indice à eux, est-ce que la créature peut être là, oui ou non? Donc, si le joueur mauve me répond non, il va mettre un carré ici. Et fait comme ça, le jeu va se remplir de plus en plus comme ça. Si le joueur a mis un nom, moi aussi, je vais devoir mettre un nom quelque part que la créature ne peut pas être. Donc, je sais qu'elle ne peut pas être ici.
Fait que plus la tuile, plus que le jeu va avancer, plus il va y avoir de carrés un peu partout, des ronds. En fait, les ronds, c'est pour confirmer si la créature est là. Puis c'est comme ça qu'on peut venir qu'à déduire elle est où la créature. Fait qu'évidemment, il faut aussi faire attention aux indices qu'on donne, parce que si à toutes les fois que je place un cube, je le place tout le temps là-dessus, les joueurs vont comprendre assez vite que la créature elle ne peut pas être dans un marécage. Fait que le but, c'est d'essayer de mêler les gens le plus possible. On peut pas mentir, évidemment, parce que sinon ça brise le jeu, mais c'est plus quand c'est à nous à décider de mettre un cube quelque part de notre choix, on va essayer de le placer de façon à ce que c'est un peu ambigu pour les autres joueurs. Donc, les indices ressemblent toujours à de quoi d'assez simple comme ça, comme un joueur pourrait savoir que la créature est à une ou deux tuiles d'une pyramide verte. Fait que ça permet de focaliser comme ça un peu partout. J'avais pas dit exactement le nombre de joueurs, mais c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs. Les parties de 45 minutes, ça dépend vraiment des fois. Puis c'est pour 10 ans et plus. C'est Cryptid, un super bon jeu de déduction. Ensuite, en troisième position, c'est Atlante, un jeu pour 1 à 4 joueurs. Elle est partie d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu que j'ai particulièrement aimé. Pour la présentation, c'est un jeu que je trouve personnellement très beau. Puis c'est une mécanique très originale que j'ai vraiment aimé. Généralement, dans les jeux de gestion de ressources, on accumule des ressources à long terme pour les dépenser, puis on fait des conversions ici, ainsi de suite. Dans ce jeu-là, c'est une mécanique assez spéciale ça nous pousse à, mais pas un peu comme gaspiller les ressources pour les utiliser au maximum pour arriver au point. Je vais expliquer ça un peu plus. Dans le fond, le vrai but du jeu, c'est de faire le plus de points possible. Mais une façon de faire des points, c'est qu'on va aller en cours de partie chercher des cartes qui vont ressembler à ça, des cartes lieux qu'on se trouve à glisser dans notre plateau. Fait que quand on prend une nouvelle carte, on la glisse jusqu'au prochain icône. À toutes les fois qu'on utilise un icône d'une carte, on peut la baisser comme ça. Mais il faut vraiment l'utiliser. Fait qu'il faut s'assurer que les actions qu'on fait nous permettent d'utiliser l'icône pour toujours utiliser la carte. Fait que mettons que je mets cette carte-là, mettons que je vais en trouver un autre, j'utilise mon or, je vais revenir avec des explications un petit peu plus tard. Et mettons que la carte elle arrive complètement au bout comme ça. Présentement, elle ne nous donne pas 6 points. Pour avoir le 6 points, je vais devoir utiliser mon coffre au trésor qui est sur cette action-là, par exemple, en la mettant ici. Fait que là, maintenant, cette carte-là, je peux la convertir en trésor, je la place ici, puis je vais avoir mes points en fin de partie. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut s'arranger pour avoir des cartes qu'on va dépenser rapidement. Pour jouer, c'est un jeu qu'on va avoir plein de cartes actions dans nos mains. Ça, c'est nos actions principales qu'on peut faire. Les actions qu'on a, ça ressemble à venir s'acheter des nouvelles cartes actions au marché qu'on peut prendre ici, venir acheter des cartes lieux qu'on va pouvoir dépenser ici, récupérer nos cartes. Et ensuite, c'est pas mal ça qu'on peut faire. Il y a 2 types de monnaie dans le jeu. Il y a la puissance qui est représentée par l'icône du tridon, et il y a juste l'or carrément, la richesse qu'on va pouvoir acheter cette carte-là. Donc, si je pourrais jouer, par exemple, cette carte ici, qui me permet de gagner 3 de puissance et de conquérir un lieu. Donc, si j'ai 3, là, présentement, j'ai 3, et je pourrais conquérir ce lieu ici. Fait que là, présentement, avec mon 3, je peux le mettre ici. Fait qu'il n'y a pas d'argent qu'on accumule dans nos mains comme ça. Fait que là, je prends la carte et je la mets ici comme ça. Cette carte-là me permet, si je veux faire l'action plus tard, une autre fois, de conquérir un autre territoire qui a un petit icône volcan, mais j'aurais un 3 tridon supplémentaire pour aller acheter cette carte-là. Il y a plusieurs icônes qui sont ici. Fait que c'est vraiment un jeu de combinaison comme ça. On va chercher différentes cartes qui nous permettent d'acheter des meilleures cartes. Puis plus que ça avance, plus qu'on va réussir à les convertir en trésors pour faire le maximum de points. Il y a d'autres éléments qui peuvent nous aider. On a les Raimanta ici qui ont des bonus aussi pour nous aider. On va pouvoir aller, certaines cartes nous en donnent des supplémentaires qu'on peut gagner. Puis pour la fin de la partie, c'est dépendamment quand un joueur, le premier joueur qui va avoir réussi à gagner 2 Raimanta va pouvoir venir mettre une de ces Raimanta ici. Fait que c'est un peu comme un sacrifice. On vient la mettre ici, fait qu'on peut plus s'en servir. Puis quand un joueur a réussi les 4, mais la partie se termine. Il y a une bonne rejouabilité au jeu parce qu'il y a d'autres objectifs qu'on peut changer là, au fil de la partie. On les met au hasard. Comme ça, c'est ceux de base qui sont imprimés sur le plateau. Mais on peut en mettre des différents au hasard qui viennent modifier là, les conditions de fin de partie. Donc, en gros,
c'est pas mal ça pour Atlante. C'est un très bon jeu, là, belle mécanique, très fluide, c'est assez rapide à jouer, c'est facilement là, dans du 60 minutes. Donc, c'était Atlante.